Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis supra, méga, giga ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que je vais parler du Cold Winter Challenge. Eh ouais, petit sapin qui fait Noël, tout ça, c'est pile poil dans la saison, c'est parfait. Alors, le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de lecture assez simple. Ça fait des années qu'il est organisé sur la blogosphère. Et ça fait 2 années que c'est Margot Liseuse qui s'en occupe. Donc d'ailleurs, merci à elle. Je pense que je mettrai un lien en barre d'infos déjà pour tous les livres que j'ai présentés, mais aussi pour le Cold Winter Challenge, si jamais ça vous intéresse. Je vais quand même expliquer rapidement ce qu'est le Cold Winter Challenge. En fait, c'est tout simple. C'est juste un challenge livresque qui dure du 1er décembre au 31 janvier. Et pendant ces 2 mois, on essaye de lire des livres qui correspondent à des menus. C'est tout simple. Voilà, il y a 4 menus dans le Cold Winter Challenge et il suffit de choisir un seul menu et de lire un seul livre qui correspond au menu pour valider le challenge. Quels sont les menus du Cold Winter Challenge? Alors, le tout premier, c'est le menu Flocon magique. Et il suffit pour le valider de lire un livre de fantasy ou de fantastique. Voilà, un exemple tout simple, je pense que juste lire Harry Potter, voilà, vous validez le challenge. C'est pas obligé que ce soit en lien justement avec l'hiver ou Noël, mais juste que ce soit une lecture magique, fantasy, fantastique. Voilà. Le menu d'après, c'est le menu Magie de Noël. Et là, évidemment, il faut lire un livre en lien avec cette fête. Voilà, c'est tout simple. Troisième menu, c'est le menu Stalactite ensanglantée. Et là, alors c'est pareil, pas obligé que ce soit en lien avec Noël, mais il faut absolument que ce soit du thriller, polar, des trucs un peu sanglants, tout ça, tout ça. Voilà. Et le tout dernier menu, c'est le menu Marcher dans la neige. Alors là, il s'agit surtout de choisir des livres de type nature writing. L'exemple le plus parlant, je pense, pour ceux qui connaissent, ça va être Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, par exemple. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Il y a des menus. Il faut choisir un menu et lire un seul livre pour valider le challenge. Et voilà. Moi, aujourd'hui, je vais présenter ma palle, donc ma pile à lire que j'ai choisie pour ce Cold Winter. C'est ma première participation officielle. J'espère que je validerai le challenge. Je suis plutôt bien partie. Il y a des livres sur lesquels j'ai quelques doutes par rapport au menu. J'ai peur qu'on me dise qu'en fait, non, ça ne correspond pas tout à fait, donc on ne peut pas le prendre en compte pour ta participation. Mais je sais qu'il y en a, ils valident plusieurs menus à la fois, c'est presque de la triche, mais bon, je sais qu'il y aura quand même des livres dans ce que j'ai choisi qui correspondront au Cold Winter, et donc à mon avis, la validation, ça va, je vais m'en sortir. Donc on commence tout de suite parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait une introduction qui dure 1000 ans. Et bon, bref. Le tout premier livre que je voudrais présenter, il correspond au menu Marcher dans la neige, et je présente... Mettre par là parce que sinon je cache mon sapin, c'est pas bien. Kill the Indian in the Child. Alors c'est écrit par Élise Fontenaille et c'est publié chez Oscar Éditeur. C'est tout petit, hein. Il me semble que ça fait 89 pages. Donc je veux dire en une après-midi large, c'est bouclé. Et ce bouquin, moi j'ai déjà fini, hein. J'avoue que comme je tourne cette vidéo légèrement en retard, nous sommes déjà le 9 décembre. Vaut mieux tard que jamais. Mais bon voilà. Le 9 décembre, du coup, vu que c'est tout petit, j'ai déjà fini depuis. Mais bon bref, je vais pas forcément m'attarder sur ce que j'ai vraiment pensé du bouquin sur cette vidéo parce que je pense que je referai un bilan général à la fin du Cold Winter. Et en attendant, je vous présente rapidement ce livre. Alors, dans Kill the Indian in the Child, on va suivre l'histoire de Mukwa, 11 ans, qui vit principalement avec son père au fin fond de la forêt canadienne.
Et sa mère et sa sœur, et ses 3 sœurs, elles vivent dans une maison un peu à part, mais son père et lui sont surtout dévoués à la chasse, la cueillette, tout ça, tout ça. Et du coup, Mukwa, il a vraiment l'habitude de vivre avec son père et ses chiens au cœur de la forêt, voilà. Jusqu'à présent, il vivait une vie plutôt paisible, tout à fait en raccord avec les valeurs familiales des Indiens. C'est un Indien Ojibwe, j'espère que je prononce bien, mais voilà, un Indien Ojibwe. Mais malheureusement, dans le Canada de ces années-là, donc là ça se passe dans les années 1960, comme énormément d'Indiens à cette époque, il va être envoyé dans un pensionnat pour parfaire son éducation. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, on se doute bien que le but de ce pensionnat, c'est pas spécialement de lui donner des super cours et d'être super sympa avec lui. Hein, Kill the Indian in the Child, à un moment donné, c'est... D'ailleurs, Mukwa va s'en rendre compte assez vite au moment où il va débarquer dans ce pensionnat, parce que cette phrase, en fait, c'est écrit sur les murs du pensionnat, et c'est quand même assez parlant en soi. Hein, on cherche à tuer l'Indien dans l'enfant, parce qu'on veut absolument que tous ces Indiens soient formatés par cette population blanche. Voilà, en fait, il va se retrouver dans ce pensionnat, loin de sa famille, loin de ses chiens, loin de tout ce qui lui plaisait dans sa vie jusqu'à présent. Et tout ce qu'il va vouloir faire, bah, c'est s'échapper et retourner au fin fond de la forêt, tout simplement. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais en gros, on suit l'histoire de ce gamin indien qui vit une vie pépère avec son père et ses chiens dans la forêt, qui vivent au rythme de la nature, qui ont des croyances tout à fait personnelles mais qui dérangent personne, et on vient les chercher pour les formater selon les idées catholiques et surtout selon les idées des blancs, quoi. Enfin, faut le dire comme ça, hein. C'est ça en fait. On essaye de les faire rentrer dans un moule alors que finalement ils dérangent personne, ces gens-là, et en fait ce qui est le plus choquant, je pense, dans cette histoire, finalement, c'est que c'est une histoire vraie. C'est pas juste de la fiction. Cette histoire, c'est une droite directe dans ta face, bim bam boum, parce que toi, au moment où tu découvres cette histoire, tu dis, mais attends, ça s'est passé dans les années 60. Le dernier pensionnat canadien de ce type, il a fermé en 96. Mais ça veut dire que moi, j'étais déjà née, et que j'étais une gamine à l'époque, et que... Moi, pendant que je me demandais si j'allais avoir un vélo à Noël ou un cookie aux 4 heures, il y a des gamins qui vivaient entre guillemets l'enfer là-dedans, quoi. C'est hallucinant. Ce livre, il est percutant, il est dérangeant, mais il est hyper fort, quoi. On peut pas lire ce bouquin et en sortir totalement indemne. Je vais pas forcément m'étendre davantage sur l'histoire, parce que j'avais dit que je ferais un bilan Cold Winter, donc voilà. Je vais juste refaire une dernière parenthèse sur la couverture. Et je ne peux pas m'en empêcher. Je ne sais pas, vous, à quoi vous pensez quand on vous dit indien ou amérindien. Moi, en général, je les associe à des symboles. À tort ou à raison, c'est un autre débat. Mais moi, en général, quand je pense amérindien, je pense souvent coiffe de plumes, chasse au bison et tipi. Et là, alors je vais approcher un petit peu pour qu'on voit peut-être. Là, on voit un tipi. Et il y a un effet de flamme qui a été rajouté dessus. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper fort comme symbole. On détruit leur maison, dans tous les sens du terme, quoi. Et on détruit ce qui les représente, ce qui font d'eux des Amérindiens, en fait. Des gens avec des croyances différentes des catholiques en question dans l'histoire, quoi. En plus, au passage, je trouve que la photo est vraiment super belle en noir et blanc comme ça, avec cet envol de corbeau ouais, comment dirais-je, qui a un petit côté beau et glauque à la fois. Parce que franchement, cette photo, je la trouve belle et en même temps, je la trouve triste. Et juste une dernière remarque, je trouve sincèrement que cette couverture, elle est magnifique dans le sens où c'est un pur travail de cohérence entre la couverture et l'histoire qui se trouve à l'intérieur de ce livre.
Voilà, j'ai un petit peu épilogué. Mais voilà, je pense que ce livre, il était, enfin, il le méritait. Même s'il est très très court, franchement, il le mérite. Donc, c'est marqué à lire de 12 à 112 ans. Je suis d'accord. Ceci dit, je tiens quand même à préciser que certaines scènes dans le livre peuvent tout à fait choquer. Donc, soyez avertis, les âmes sensibles. Ne vous abstenez pas, mais juste soyez avertis. Voilà. On passe à la suite. Pour le menu stalactite ensanglanté, j'ai choisi de lire Le Père Noël assassiné. Ça vend du rêve tout de suite. Donc c'est écrit par Kenneth B. Anderson. Et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Ah, petite brique comparé à celui d'avant. C'est un auteur danois, je n'ai jamais lu d'auteur danois. À l'heure où je tourne cette vidéo, vu que je suis méga en retard, et ben voilà, j'ai déjà fini. Donc pareil, je vais pas forcément m'étendre sur tout ce que j'ai pensé de ce bouquin maintenant. J'en reparlerai plus pendant le bilan. Mais j'ai été assez surprise. Au début de l'histoire, on découvre l'atelier du Père Noël et c'est assez magique parce qu'on découvre tous les lutins qui fabriquent les cadeaux, tout ça, c'est beau, c'est chouette. Et puis il y a un méchant qui arrive et puis le Père Noël, il est assassiné. Voilà. Alors, le Père Noël est assassiné. Oh non, mon Dieu, mais comment sauver Noël? Que faire quand en fait le monde est envahi de monstres absolument dégueulasses et sanguinaires et que la magie Noël a disparu, hein, remplacée par l'horreur, l'effroi et tout ce qu'on veut. Tous les petits lutins, ils se font un petit peu massacrer. Mais il y en a un qui arrive à se sauver et qui va aller chercher 3 ados. Catherine, Frédéric et Jasper. Et en fait, ils ont 24 jours pour sauver Noël. Oui, mais comment faire quand la seule personne qui aurait pu sauver Noël, c'est justement le Papa Noël, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment. De toute façon, j'en reparlerai dans mon bilan. Mais ça rentre parfaitement dans le menu stalagmite ensanglanté parce que dedans, il y a du sang, en veux-tu, en voilà. Menu magie de Noël. Et pour ce menu, j'ai choisi de lire Y aura-t-il trop de neige à Noël? Alors, 6, il y a 6 auteurs, parce qu'en fait c'est un collectif. Ils s'appellent eux-mêmes la team rom-com, donc la team comédie romantique. Comédie romantique. C'est tous des auteurs français. Et il y en a beaucoup, donc je vais peut-être pas tous les citer. Je mettrai un lien de toute façon en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir de plus près de quoi il en retourne. C'est une lecture qui va m'éloigner de mes lectures habituelles parce que c'est un recueil de 12 nouvelles. Je n'ai jamais lu de recueil de 12 nouvelles, enfin de nouvelles. J'ai vraiment peur que ça me plaise pas plus que ça en fait finalement. Mais bon, on verra bien. Ça parle de Noël, c'est court, il y a plein de petites histoires différentes, donc ça va peut-être faire un méli-mélo assez sympa quand même. Après, à voir. Je suis un peu sceptique, mais c'est bien aussi de sortir de ces zones de confort, donc on verra bien. Je voulais faire une dernière remarque sur la couverture parce que une des auteurs, donc c'est Marie Vareille, sur son Facebook avait proposé il y a quelques mois de voter pour la couverture du bouquin et j'avais voté pour celle-là. Donc c'était pas celle que je préférais, mais elle faisait partie de ma sélection de top 3. Donc bon, je trouvais que c'était un principe plutôt sympa de demander l'avis à ses lecteurs et d'avoir une décision, un pouvoir de décision là-dessus. Voilà, tout ce que je peux dire sur ce tout petit bouquin, parce que c'est pareil, c'est pas très... La nana, elle se met pas des objectifs inatteignables, quoi. Quasiment que des tout petits bouquins. En plus, les nouvelles, par principe, c'est tellement court qu'à mon avis, ça, en quelques jours, ça va être bouffé. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On passe à la suite. Et donc, pour le dernier menu, le menu à flocon magique. Le menu à flocon magique, j'ai décidé de lire Le Dernier Loup-garou, écrit par Glenn Duncan et publié chez De Noël.
Pourquoi j'ai choisi ça? En fait, l'autre jour, en me baladant à la bouquinerie du centre, hein, je suis tombée sur ces bouquins d'occasion. Et ce titre, Tallulah, ça a tout de suite accroché mon regard. Sans doute parce que c'est le nom d'une chanson d'un de mes groupes préférés, à savoir Indochine. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me dis oh là là, je prends, c'est trop bien. Et puis là, en lisant vite fait, très vite fait, le quatrième de couverture, je me dis mince, c'est un tome 2. Je fouille, et là, je retrouve, pouf, ça. Et là, je me dis, mais c'est pas le tome 1, ça, c'est le tome 3. Super, bah du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Je me dis, allez, sur un coup de tête, pouf, je les achète. Sauf que je ne fais jamais ça parce que je n'avais pas le tome 1 en ma possession. Et ensuite, comme je ne connaissais pas l'histoire, je me suis dit, t'es complètement folle parce qu'imagine que tu lis le tome 1 et ça ne te plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, je me suis laissée tenter et je verrai bien. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ça a l'air d'être de la fantaisie adulte, qu'on va parler de loup-garou et que ça n'avait pas l'air très, comment dirais-je, très niaiseux à la Twilight, quoi. Ça a l'air d'être un univers assez sombre et je me souviens pas tout à fait du résumé et c'est tant mieux parce que comme ça j'aurais vraiment la surprise. Tout ce que je sais, c'est qu'en gros, le personnage de l'histoire, c'est un loup-garou qui est le dernier de sa race et qui a des tendances légèrement suicidaires parce qu'il est complètement dépressif et en gros, il attend la mort, quoi. Sauf que visiblement, l'amour va un peu lui tomber sur le coin du museau et voilà, bim bam boum, trilogie. Voilà tout ce que je peux dire sur ce bouquin. Du coup, ça fait un peu genre mystérieux, mais tu nous as rien raconté, tu nous as juste dit que t'allais le lire et c'est tout, quoi. Oui, c'est un peu ça, mais on verra bien du coup au moment du bilan, ce que j'en ai pensé, si c'était bien, pas bien. Alors, pour le Cold Winter Challenge, je précise, je pense que je n'irai que le tome 1 et que le tome 2 et 3, ce sera vraiment en bonus si j'ai le temps. À mon avis, j'aurai le temps, mais voilà, je préfère ne pas me fixer des objectifs trop hauts et être super déçue si jamais j'arrive pas à m'y coller, quoi. Donc voilà, j'ai présenté ma petite pile à lire et j'espère de tout cœur que j'arriverai à valider ce Cold Winter Challenge. Au pire du pire, si celui-là il ne valide pas le menu marcher dans la neige parce que effectivement ça ne se passe pas exclusivement dans la forêt, je sais que celui-là peut valider Flocon Magique, Stalactite ensanglantée et Noël à la fois. C'est le livre 3 en 1. Et celui-là, il valide aussi de toute façon la magie de Noël. Donc, je sais qu'il y a au moins 2 bouquins qui valident le challenge, donc ça devrait être bon. Voilà. Pour ceux qui participent au Cold Winter Challenge, je vous souhaite de très belles lectures et un très bon challenge. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite aussi de très belles lectures. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Faites plein de cadeaux de Noël. Embrassez-vous. Mangez du chocolat. Tout ça, tout ça. Salut!